au départ, je suis banquière. Je suis banquière, enfin, j'ai commencé ma vie dans le secteur public et puis j'ai rejoint le monde de la banque et aujourd'hui, en fait, je dirige les activités de BNP Paribas en France. Donc je fais des choses qui ont rien à voir en fait avec les travaux d'écriture. Et un jour, je reçois un mail un petit peu comme le vôtre. Et là, c'était un mail d'un monsieur que je ne connaissais pas, Marc Einstein, qui me dit, dites-moi si c'est exact, Marc, on est en mars ou en février, je ne sais pas, de l'année 2018, et qui me dit qu'il a lu une petite interview, on m'a demandé de parler de quelqu'un qui m'avait inspiré, et que j'ai parlé de la personne de mon grand-père qui était très importante pour moi et que j'en ai parlé en disant que c'était un personnage de roman. Et Marc me dit, je suis éditeur et quand on a un personnage de roman, il faut écrire l'histoire de ce personnage. Et alors d'abord, je dois l'honnêteté de dire, Marc, que j'ai commencé par vous googliser pour savoir si vous existiez vraiment. Je ne suis pas sûre de c'est qui Marc Einstein, on ne se connaissait pas encore, je n'avais pas encore lu vos livres, je les ai lus après. Et je vois que Marc est quelqu'un de tout à fait sérieux, donc par courtoisie, je rappelle pour expliquer que moi, je ne sais pas écrire, je suis banquière, mais que je suis très touchée. Et je ne sais pas comment vous avez réussi à me convaincre, on a parlé une demi-heure au téléphone, et je me vois en train de raccrocher et de dire « Très bien, je vais essayer ». C'est complètement, voilà. Et les 4 premiers paragraphes, je ne vous l'ai jamais dit, mais m'ont pris 6 heures. Je me suis dit à ce compte-là, ça allait être une catastrophe, parce que 4 paragraphes à 6 heures, c'était l'une des opérations les moins rentables que la banquière que je suis ait pu faire. Bon. Et de fil en aiguille, ça a été plus simple. Mais je raconte cette histoire parce qu'en fait, je crois que votre appel, je ne sais pas si le destin existe, vous pouvez peut-être me le dire. On pourrait dire la providence. La providence, je ne sais pas très bien comment l'appeler, mais en fait, votre message, Marc, il est tombé probablement à un bon moment. J'ai 40 ans et en fait, je crois que j'avais le sentiment que c'était le bon moment pour fixer une histoire, à travers celle de mon grand-père, c'est l'histoire de beaucoup de juifs d'Europe, je vais y revenir, dont je me disais, moi j'ai très bien connu mon grand-père qui a vécu presque 100 ans, il est mort juste avant l'an 2000, et donc c'est un personnage très important de mon enfance. Je me disais, si j'écris pas son histoire maintenant, il y a des traces qui vont s'effacer, et pour mes petits garçons, etc., c'est important qu'on l'écrive. Donc c'est comme ça que l'histoire de ce livre a démarré. Et avant de vous raconter l'histoire d'Assia, il faut savoir aussi que ce que j'ai beaucoup aimé dans la rédaction de ce livre, c'est que c'est devenu une quête familiale. Alors, il y a Odessa, et puis il y a les anciens de Rovno. Lui, il était de Rovno. Et en fait, ma maman m'a énormément aidée. Ma sœur aînée, etc., des cousins, des oncles, des tantes, et puis des enfants d'anciens de Rovno qui, ayant vent du projet, vous devenez un aimant. Et alors les uns et les autres vous contribuent des photos, des bouts de dossiers de naturalisation, des bouts de souvenirs, voilà. Et donc à la fin, vous allez au bout de l'histoire, vous atteignez la dernière page, parce que c'est l'histoire de votre grand-père, mais c'est l'histoire aussi de beaucoup de parents et de grands-parents, et vous allez au bout parce que vous vous dites que vous le faites pas, enfin, vous le faites pour tous ceux qui ont pris le temps de vous contribuer leurs souvenirs, et vous avez envie de les fixer. Finalement, l'objet du livre a quelque chose de... on est tous beaucoup sur nos ordinateurs, mais je trouve que le livre, je ne sais pas si vous en parleriez mieux que moi, Marc, mais ça a voilà, c'est un objet, ça reste, et dans des vies où finalement, voilà, dans ma famille, il me reste pas beaucoup d'histoires de migration, donc on n'a pas beaucoup d'objets qui restent. En avoir créé un avec cette histoire-là, c'était un élément important. Donc Assia, mon grand-père, est né en 1903 à Rovno, donc effectivement, on est dans l'Empire russe. Aujourd'hui, on est en Ukraine, on est à 300 km de Kiev, dans une ville qui aujourd'hui, honnêtement, est surtout connue pour sa centrale nucléaire de deuxième zone. Hein, moi, je ne suis pas allée à Rovno, maman y est allée plusieurs fois. Comment dire, ça manque de charme, il ne reste pas grand-chose. C'est une ville qui a été détruite à de nombreuses reprises, hein, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale,
je reviendrai sur les frontières, ont énormément bougé, l'occupation, beaucoup de choses ont bougé, donc la ville aujourd'hui est assez soviétique et manque de charme. Voilà. Donc je ne recommande pas pour... le cimetière juif a été détruit, il reste 3 tombes, hein, c'est un terrain vague maintenant. Voilà, Et mon grand-père donc est né en 1903 dans une famille où on parlait juive, où on parlait russe, très assimilé. Lui, son papa avait une fabrique de tannerie, de peau, était ce qu'on appelle commerçant de première catégorie, donc ça donnait un certain nombre de confort, d'avantages, d'exemption du service militaire, enfin toutes choses que vous connaissez mieux que moi. On est en plein dans la zone de résidence. Hein. Et ils ont une vie assez confortable, ils sont à la bordure de la ville, dans une maison assez confortable, où avec ses parents, ses frères et sœurs, il y a une sœur aînée très importante parce qu'elle aide aussi maman à s'occuper des plus jeunes, etc. C'est une enfance assez heureuse et confortable en fait. Mon grand-père, avec ses frères, pourra aller par exemple au gymnasium. Il y a un certain nombre de quotas qui limitent pour les juifs l'entrée au gymnasium, mais il pourra y faire, son lycée. Il n'est pas super bon élève, hein, il est plus intéressé par ce qui se passe dans la cour de récréation que par l'école. Et finalement, il y a un élément qui, je ne sais pas si ça a fait sortir mon grand-père de l'enfance, mais en tout cas qui a marqué son enfance, qui lui a fait prendre conscience, je pense qu'il était juif, au-delà d'une pratique, synagogue parce que Rovno était une ville à majorité juive, parce qu'il fallait se faire bien voir des voisins, etc. Mais mon arrière-grand-mère était vraiment pratiquante. Mon arrière-grand-père, je pense que c'était plus culturel, et il y a une affaire, je pense que vous la connaissez peut-être, qui s'appelle l'affaire Baylis. C'est en 1911, et quelques jours avant, ça a inspiré un livre qui s'appelle L'homme de Kiev, très beau livre. On est en 1911, et quelques jours avant la Pâque juive, on retrouve le corps d'un petit garçon chrétien dans une grotte. Et on va accuser, il est assassiné, égorgé, et on accuse un dénommé Baylis, qui est le comptable d'une fabrique de briques à Kiev, parce qu'il est juif, d'avoir commis un crime rituel, parce qu'on est à quelques jours de la Pâque juive et que les juifs assassinent les enfants chrétiens pour recueillir leur sang pour la fabrication des matzot, etc., pour la Pâque juive. Et cette affaire, qui est aujourd'hui peut-être moins connue que l'affaire Dreyfus, je pense pour cette partie en tout cas de l'Europe, a eu un retentissement très fort. Enfin, vous avez des intellectuels qui se sont mobilisés. Ça a été aussi le sentiment anti-juif était très entretenu aussi par le régime du tsar, une intensification des pogroms. Enfin voilà, ça a été un moment de très forte tension pendant plus de 2 ans. Baylis sera finalement acquitté, mais pour mon grand-père, il voit rentrer, y compris au gymnasium, enfin je veux dire, il raconte comment la première fois il a compris qu'il se passait quelque chose de grave, parce que son frère aîné qui était rentré au gymnasium un an avant lui, enfin je veux dire, revient à la maison, les vêtements déchirés, le visage tuméfié, etc., parce que les gamins se battent dans la cour, parce que les parents des uns disent certaines choses, les parents des autres disent autre chose, et qu'il faut séparer les enfants qui se battent, je sais pas. Et donc, on en parle partout dans la rue. Mon grand-père, à l'époque, mes arrière-grands-parents font très attention à l'éducation de leurs enfants. Il y a un répétiteur qui lui, est un chrétien orthodoxe, qui vient donner des leçons aux enfants depuis toujours. Et mon arrière-grand-mère, qui pense d'ailleurs qu'il n'a pas toujours suffisamment à manger, etc., s'arrange pour le garder à déjeuner, tout ça. Et même le répétiteur, qui est pourtant un étudiant éduqué,
lui dit mais voilà, cher Maria, je veux dire, vous êtes des gens bien, éduqués, etc., des juifs tout à fait fréquentables, mais enfin, comment savoir pour les autres? Et quand même, cette affaire Baylis, donc elle le met, enfin, elle ne le met pas à la porte, mais elle arrête de le garder pour déjeuner. Enfin, je veux dire, voilà, ce sont des anciens trésors, et je pense que c'est à ce moment-là, en tout cas pour mon grand-père, on comprend quand même qu'il vit dans un contexte, dans un environnement qui est particulier. Comme je dis, Baylis se raconte, mais c'est une histoire qui est 1000 fois mieux racontée évidemment dans L'Homme de Kiev, mais qui est une histoire importante, peut-être un peu oubliée aujourd'hui. Et puis, voilà, enfin, c'est une enfance qui va voir la Première Guerre mondiale rentre de plein pied dans la famille. Je me souviens quand mon grand-père c'était pour moi assez facile, donc je l'ai très bien connu, il venait à la maison tous les mercredis, tous les dimanches, etc. Je me souviens, il ne racontait pas beaucoup de choses, mais de temps en temps il racontait des choses. Donc, par exemple, je me souviens d'un jour où j'ai mon livre d'histoire, parce que je dois réviser, je sais, l'histoire sur la Première Guerre mondiale. Il y a une photo de Raspoutine, qui est une photo assez connue, on voit Hirsute, etc. Et là, mon grand-père me dit... mais mes parents m'en parlaient à la maison. Alors là, j'ai eu une espèce de choc. Alors pour moi, ça me paraissait, il y avait le Moyen-Âge et ça, c'était pas très loin derrière. Et donc, d'avoir mon grand-père qui me disait que à la maison, on parlait de Raspoutine, de son influence sur la tsarine, du rôle qu'il jouait dans le conflit, etc., ça me paraissait quelque chose de tout à fait extravagant. Et puis, période extraordinairement difficile pour Rovno, pour cette partie-là de la Russie. On a les Allemands viennent jusque-là, les frontières bougent, etc. La guerre civile qui suit après la révolution, les occupations, à la fin, ce sont les Polonais qui s'installent dans cette partie-là du territoire. Et pour mon grand-père, qui se sent russe, qui ne parle qui parle russe, il est tout à fait perdu et il se sent dans un territoire qui n'est plus complètement le sien. Pendant ces périodes de conflit, la maison est bombardée, le frère adoré de mon grand-père, son quasi-jumeau, meurt dans le bombardement de la maison. Enfin, c'est une période très, très, très difficile. Et finalement, voilà, mes arrière-grands-parents arrivent à convaincre mon grand-père de rester jusqu'à son baccalauréat, enfin, l'équivalent du baccalauréat à la fin du gymnasium. Et puis, je veux dire, il leur dit, à 17 ans, voilà, moi je peux pas rester, je ne me retrouve pas en Pologne, et donc je pars en Palestine. Donc il va partir en Palestine. Tout un parcours par Vienne. Il va passer 1 an à Vienne parce que on est en 1920 et l'entrée en Palestine est interrompue parce que donc on est sous mandat britannique, bien entendu. Les heurts avec les Arabes sont plus nombreux et les Britanniques ont demandé d'interrompre les arrivées de migrants, et donc mon grand-père reste scotché à Vienne pendant plus d'1 an, dans un foyer qui l'accompagne, qui l'accueille, etc. Et c'est là où il apprendra à parler allemand, langue qu'il n'aimait pas parler. Et puis quand l'immigration reprend, il va rejoindre la Palestine avec de nombreux garçons de dessin. Certains seront de bons amis avec qui il va se retrouver au kibbutz pendant plusieurs années. Il est à Jaffa et on est dans les tout premiers temps. Enfin voilà, les kibbutz sont rudimentaires, hein, ce sont des tentes qui sont plantées dans le sable, qu'on déplace, et on construit des maisons. On se lève à l'aube, etc. On construit des maisons, on refait le monde. Et donc il vit cette vie pendant plusieurs années. Puis au bout d'un moment, on grandit, donc la vie au kibbutz, et avec vous savez, en communauté, ça commence à devenir un tout petit peu plus pesante. Et il se dit que voilà, peut-être qu'il a fait son temps au kibbutz et il va se mettre à son compte et commencer à construire la maison. Là, c'est une partie de l'histoire de mon grand-père
qu'il racontait moins. Il faut vous dire que moi j'ai ces souvenirs parce qu'il m'a dit, mais aussi parce que il a arrêté de travailler à 80 ans. Il fabriquait des bracelets montres en cuir à Belleville. Il avait une petite fabrique de bracelets montres. Et quand il a arrêté de travailler, maman et sa sœur ont eu peur qu'il ne s'ennuie. Donc, ils ont trouvé la parade. Elles avaient une amie qui venait d'avoir un enfant. Et elles lui ont dit, écoute, tu vas prendre le thé. Donc, elle était à la maison. Tu prends le thé avec lui une fois par semaine. Et tu essayes de lui faire raconter ses souvenirs. Parce que nous, il ne nous raconte pas. Puis comme ça, en plus, là, ça me tiendra compagnie. Et mon grand-père n'écrivait pas en français. Il le lisait bien. Il le parlait bien. Mais il n'avait pas appris à l'écrire. Et donc, grâce à cette amie, j'ai des notes de souvenirs de mon grand-père. Donc il y a ce qu'il m'a raconté, il y a ce qu'il a raconté à cette amie Martine, qui forme, je crois qu'il y a des enregistrements, des cassettes qui existent aussi, mais ça on ne les a pas retrouvés. Et donc ce sont ces souvenirs-là. La partie il va passer en Palestine toutes les années 20, la fin de son séjour, c'est moins clair. C'était la partie qu'il n'avait pas trop racontée, parce qu'au début, tout se passe absolument merveilleusement par l'intermédiaire d'un de ses oncles qu'il a accueilli, qui n'était pas très sympathique, il s'appelait Rickman, et par des amis de ses cousines, il rencontre une jeune fille de très bonne famille, etc. Il tombe amoureux, il se fiance, il commence à se mettre à son compte, à être entrepreneur, à construire des maisons, etc. Voilà, il a l'impression, je veux dire, il se dit encore quelques mois, il est capable de faire venir ses parents, sa famille, le monde est à lui. Il a pris la nationalité palestinienne en 1923, il se voit vraiment faire sa vie là-bas. Et puis là, alors il dit que c'est un concurrent un peu jaloux, mais enfin le truc commence à tourner vinaigre, c'est-à-dire que les conditions financières qu'on lui fait, il aimait les banquiers jusqu'à un certain point, hein, sont moins bonnes, il y a des délais de paiement, etc. On est prêt à lui faire confiance, mais que si le père de sa fiancée se porte caution, le père de la fiancée dit, oh là là, celui-là il demandera ta dot avant même que vous soyez mariés, enfin bon, l'horreur, le truc fait patatras, il arrive péniblement à régler ses dettes. Et puis il ne lui reste plus rien. La fiancée, on l'envoie en séjour en Europe, en Italie, en France, pour parfaire son éducation, et éventuellement se détacher du garçon qui était vraiment d'une mauvaise fréquentation. Et il se retrouve, enfin lui qui pensait que sa vie était là, se retrouve un petit peu sans rien. Il ne veut pas rentrer à Rovno parce qu'il se dit que voilà, c'est pas la manière dont il aurait aimé rentrer en majesté chez lui, et donc 1928 il n'a rien, et il a 4 camarades du lycée de Rovno qui eux ont poursuivi leurs études, qui font des études de médecine et qui font en fait leurs études de médecine en France après être passés par la Pologne, par Nancy, dont on expliquait que parce que c'était la ville de Stanislas, c'était vraiment là qu'il fallait aller, etc. Et qui sont maintenant à Paris, font leurs études de médecine et qui lui disent, écoute, viens à Paris, c'est quand même formidable, etc. Et tout, voilà, pourquoi pas Paris? Il ne parle pas un mot de français, il n'a pas un sou, il prend un bateau et il arrive à Marseille, il vient les rejoindre. Il va s'installer à Paris, rue du Temple, avec l'aide de ses amis. Personne n'a beaucoup d'argent, hein, donc chacun fait des petits boulots, etc. Et les débuts sont vraiment très durs. Au début, il se dit que peut-être il va pouvoir faire des études. Il s'est inscrit voilà, pour un peu libre pour essayer aux arts et métiers et tout. Et puis, voilà, il ne parle pas suffisamment bien le français. Enfin, il ne parle pas le français, il faut l'apprendre, il faut gagner un peu de sous. Et donc, au bout d'un moment, on tombe un peu malade, la grippe, alors c'est des médecins le soir. Ses parents à Rovno sont quand même très inquiets en se demandant ce qu'il est en train de fabriquer. Ils lui disent de passer le voir, donc on prend un train, il revient à traverse toute l'Europe, il revient à Rovno, et là ses parents, sa sœur, quand même, bon, il a un visa de court séjour, toutes les semaines il doit aller pointer l'équivalent d'un gendarme commissariat de police pour bien montrer. Et sa famille lui dit, écoute, il va falloir que tu... Et il revient en France, et il prend n'importe quel job, et il rentre dans une petite fabrique, donc qui est la fabrique de M. Padova, qui est voilà, dans le quartier
l'université de Belleville et il va commencer à apprendre à fabriquer des bracelets montres. C'était pas la vie, enfin, il voulait être architecte, construire des maisons, il en avait fait un premier apprentissage ici, mais voilà, il faut bien. Je raconte ça parce que, comme dans beaucoup de vos familles, sûrement, le thème de l'éducation, moi j'ai grandi avec un grand-père qui me disait voilà, d'abord c'est ce qu'on peut emporter quand il faut partir vite. Et puis, il trouvait que c'était très important pour les garçons comme pour les filles. Et il rigolait avec tout sauf avec ça, en fait. Donc c'était très. Voilà, c'était quelque chose de grande discipline, c'était vrai pour ses filles, c'était vrai pour ses petits-enfants. Et là, les choses commencent à aller mieux à Paris. Et finalement, les années 30, pour lui, des bonnes années à Paris. Enfin, l'histoire du siècle d'Assia, je l'ai appelé le siècle d'Assia parce qu'il a vécu un siècle. Et aussi parce que c'est finalement le XXe siècle à hauteur d'homme, c'est-à-dire à travers une vie simple, beaucoup des événements qui ont bouleversé cette période. Et finalement, les années 30, ils sont souvent comme une période assez heureuse. La communauté juive russe à Paris est très soudée. Il va rencontrer par l'intermédiaire d'amis la famille de ma grand-mère qui l'accueille tous les week-ends, où il va déjeuner le dimanche. C'est la même cuisine qu'à la maison. Alors la cuisine, c'est un truc très, j'ai entendu parler de Heng, c'est un truc très important dans la famille. S'il y a un truc qui se transmet, ce sont les plats, la cuisine. On fait des quantités absolument extravagantes parce qu'on ne sait jamais au cas où on manquerait. Toujours les mêmes. Là, il ne faut rien jeter après. Voilà, donc il ne faut rien jeter. Et finalement, dans ces éléments un peu culturels qui se sont transmis, les recettes de cuisine, c'est presque le plus précieux. Donc il retrouve la cuisine, l'équivalent de la cuisine de sa maman. Il fait la connaissance d'une jeune femme qui est ma grand-mère, qui est donc très amoureuse de lui. Lui, honnêtement, il est un peu vacciné parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec. Donc, je crois que l'histoire racontée publiquement, c'était plutôt ma grand-mère qui avait envie de se marier quand même. Hein. Mes arrière-grands-parents ont une petite bijouterie à Alfortville et alors on a retrouvé des traces. J'ai une sœur aînée qui est extraordinaire, qui vit maintenant, qui est installée à Londres et qui a une capacité à faire des recherches incroyables. Donc, par exemple, avec elle, j'ai retrouvé le Palestine Gazette dans lequel on voit la date à laquelle mon grand-père a changé de nom, parce que les listes étaient publiées dans le Palestine Gazette. Grâce à ma sœur, je sais qu'en 1931, la bijouterie de mes arrière-grands-parents est cambriolée. Alors on a un récit, on a trouvé l'article de presse, c'est un récit qui est le commissaire Maigret, quoi. Enfin, c'est l'époque avec tous les éléments. Donc elle retrouve des choses comme ça, donc on a suivi ces traces-là aussi. Et enfin voilà, les choses prospèrent. Et arrive la période de la guerre. Mon grand-père a réussi à faire venir deux de ses jeunes frères qui sont jumeaux. Yasha et Sacha, il les a fait venir tous les deux en France. Il a essayé aussi de faire venir ses parents qui sont venus pour l'exposition universelle, qui ont trouvé partie fantastique, mais qui se sont dit qu'ils étaient trop âgés pour venir s'installer, qui vont donc repartir après l'exposition universelle. Et ce sera la dernière fois qu'il les verra, parce que ils mourront, je viendrai dans la Shoah par balle. Mon grand-père a quand même fait venir ses deux jeunes frères qui ont fait des études d'électronique. L'un sera chauffeur de taxi, voilà. Et tous les trois, bien que n'ayant pas la nationalité française, vont s'engager dans l'armée française volontairement parce que la guerre arrive et c'est ce qui leur paraît bien de faire. Je le raconte parce que l'un des jumeaux, Sacha, tous les deux ensuite seront. J'ai retrouvé la photo, il y a une photo où on retrouve les deux jeunes frères avec deux jumeaux, enfin, c'est assez touchant, ils sont avec leur chapeau, ils sont en train d'être emmenés au camp de Pithiviers, vous savez, parce qu'on a retrouvé cette photo-là, absolument incroyable après la guerre. Et il y a une lettre, c'est peut-être parce que j'ai commencé vous me pardonnerez, je vais lire une lettre. Parce que j'ai commencé ma vie dans l'administration, je vous l'ai dit. Et en fait, il y a une lettre, si vous êtes d'accord, Marc, que j'aimerais bien lire, parce que c'est la lettre que ma grand-mère, qui s'appelait donc Simone, qui avait été secrétaire, elle écrivait remarquablement bien en français, a écrite parce que
les deux jumeaux donc, sont arrêtés et elle veut les faire libérer. Et notamment, se dit que voilà, Sacha est un héros de guerre, et donc elle raconte son histoire parce qu'elle écrit à un certain monsieur François, on est le 11 juin 1941, directeur du service des étrangers à la préfecture de police à Paris. Et donc elle écrit une lettre pour expliquer les états de service, parce qu'elle n'imagine pas une seconde que quelqu'un qui est la croix de guerre, etc., on va l'emmener. Donc elle écrit: Monsieur le directeur, j'ai l'honneur d'attirer votre bienveillante attention sur la situation militaire de mon beau-frère, interné depuis le 14 mai 1941 au camp de Pithiviers dans le Loiret, dont je sollicite la libération. Samuel Badgenstein, né le 24 juin 1909 à Rovno, URSS. Point numéro 1. Point numéro 2. Aux premières menaces de guerre en août 1938, il s'est engagé volontairement au centre de la rue Saint-Dominique. Petit 3. Il a renouvelé son engagement en août 1939. Petit 4. Il a été mobilisé le 27 décembre 1939 et dirigé sur Valbaume, près Lyon. Petit 5. Fin avril 1940, faisant partie des volontaires demandés pour la campagne de Norvège, il s'est embarqué à Brest. Il a obtenu une citation au combat de la prise de Narvik et une autre au combat à Namsos. Ces deux citations le font proposer pour la croix de guerre. Forcé d'abandonner la Norvège, son régiment est débarqué en Angleterre en juin 1940, où il regagne le Maroc, toujours dans le même régiment. Point 6. En octobre 1940, son régiment regagna la France, et mon beau-frère est démobilisé à Lyon avec l'ensemble de ses camarades. Je vous prie de bien vouloir examiner son cas et serai heureuse d'apprendre que vous avez pu prendre en considération les états de service énumérés ci-dessus, qui figurent également sur le livret militaire dans sa possession. Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer. Je vous serai reconnaissant, monsieur le directeur, de vouloir bien me faire connaître votre décision, que j'espère favorable, et je vous prie d'agréer l'assurance de ma très haute considération, dame Simone Johnstein. Et j'ai retrouvé cette lettre, et je la trouve incroyable parce qu'elle dit beaucoup de choses sur la confiance que ma famille et beaucoup d'autres portaient à l'époque dans les autres, à la préfecture, au service des étrangers. Je disais que des gens qui s'étaient battus dans l'armée française, qui s'étaient battus courageusement, etc., enfin, je veux dire qu'on n'allait pas à Pithiviers, mais qu'on ne pouvait pas les emmener. Mais ça traduit aussi, on est en 41, enfin, le sentiment qu'on pouvait avoir. Pendant cette période, mon grand-père, lui aussi, donc, il s'était engagé, il est démobilisé. Ma grand-mère, qui peut-être en plus de jugement, lui avait dit qu'il pouvait revenir à Paris, que les Allemands se conduisaient à peu près convenablement. Et mon grand-père a une situation un peu particulière parce que en décembre 1940, sur les murs de Paris, vous avez des affiches qui demandent aux ressortissants du Commonwealth de se faire connaître. Parce qu'en fait, ils sont ressortissants de puissance ennemies. Alors là, mon grand-père se gratte la tête parce qu'il avait fait une demande pour être naturalisé français, mais il a toujours un passeport de British Protected Person, puisque nationalité palestinienne. Donc il se demande, est-ce que je dois aller à la commandanture ou pas, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, etc. Lui, il est plutôt d'avis que non, enfin, il a une expérience, il a vécu quelques guerres civiles, quelques opérations, etc. Donc il est prudent. Ma grand-mère lui dit qu'il faut mieux y aller, donc il y va. Et là, il se fait arrêter et il va être emmené en fait dans un endroit que vous connaissez peut-être, qui est la grande caserne de Saint-Denis, où on avait transformé en prison, en camp, et qui est en fait un camp modèle pour les prisonniers britanniques et ressortissants du Commonwealth. Et mon grand-père se retrouve en fait avec des Anglais, des ressortissants du Commonwealth, et alors la Croix, enfin, c'est vraiment un camp modèle parce que la Croix-Rouge a le droit de citer, on peut recevoir sa famille tous les 15 jours le jeudi, on n'a pas l'obligation de travailler, on est parfois mieux nourris que ne le sont les habitants de Paris, parce qu'on a les colis de la Croix-Rouge. Et en fait, alors au début, mon grand-père veut absolument sortir. Donc il fait tout pour expliquer qu'il n'a rien à voir avec les Britanniques, que son passeport, etc. D'ailleurs que ce truc va arriver à expiration, qu'il avait des demandes pour être naturalisé français. Puis il y a d'autres Palestiniens qui sont dans le même cas que lui, et tous engagent les mêmes démarches. Et puis, mon grand-père avait ces caractéristiques, il était à la fois une force de la nature, c'est un homme très... Là, c'est lui, jeune, sur la photo, c'est une photo qui est prise sur une plage à Jaffa, un type très costaud, et puis, il avait, comment dire, il avait un certain sens des situations, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait ça aussi. Un instinct. Peut-être un instinct. Enfin, sur lui. Oui, en tout cas, il sentait les trucs, je ne sais pas, il n'était pas toujours une forme d'intuition, ou bon. Une sagesse. Ou une sagesse, voilà, beaucoup de mots qui... Voilà. Et aussi,
en raison de la lettre que je vous ai lue, que ma grand-mère a envoyée, il comprend, il se dit c'est incroyable, on n'a jamais répondu à la lettre de ma grand-mère concernant Sacha. Il se dit mais en fait les autorités françaises c'est peut-être pas la meilleure protection quand on est juif en ce moment en France. Et il se dit finalement le passeport britannique là, bon, British Protected Person, c'est pas vraiment un passeport britannique, c'est British Protected Person, c'est peut-être pas mal. Et donc, il se débrouille avec ma grand-mère pour retirer d'abord toute trace de la demande qu'il a faite pour expliquer qu'il voulait être naturalisé français, etc. Donc, elle va récupérer un certain nombre de papiers qu'elle a laissés au commandement du camp, etc. Ce que ne font pas les autres camarades palestiniens qui se feront tous emmener. Hein. Elle retire le dossier. Et alors là, il y a un épisode qui est voilà, l'épisode un peu miraculeux dans l'histoire de la famille que nous n'avons jamais éclairci, qui est que mon grand-père écrit à une de ses cousines Reitman, restée en Palestine, parce que le passeport arrive à expiration pendant la guerre, et il lui dit « J'ai besoin que vous renouvelliez le passeport pour des personnes, et si possible d'inscrire ma femme et ma fille sur ce passeport, puisqu'elles ont toutes les deux la nationalité française. Ma grand-mère a été née d'une famille de Sibérie, mais elle avait été naturalisée française et sa fille était née en France. Et le passeport revient avec valide jusqu'à la fin des hostilités et avec ma grand-mère et leur fille inscrite Micheline sur le passeport. Et à la fin de la guerre, mon grand-père appelle sa cousine et lui dit mais tu nous as sauvé la vie, enfin, on le sait maintenant, ce passeport est bien connu, nous a sauvé la vie. Et elle lui dit, mais Assia, je ne comprends pas ce que tu me dis, parce que j'ai bien reçu ta lettre, mais je n'ai rien pu faire. J'ai revu ces lettres, je n'ai rien pu faire. Et donc, on a cette espèce de truc où on ne comprend pas comment ce passeport est revenu renouvelé. Alors, mon grand-père a cherché tout ce qu'il pouvait chercher auprès du Foreign Office britannique, parce qu'on s'est dit les courriers devaient être ouverts peut-être par les services, quelqu'un, par les enseignements, quelqu'un a compris que c'était une situation importante. On n'a jamais compris comment, je veux dire, cette lettre est effectivement bien parvenue à ma cousine, comment le passeport était revenu renouvelé avec ma tante et ma grand-mère sur le passeport. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on a cherché, puis on n'a jamais, peut-être qu'on le fait, on cherche encore, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'assez dingue. Et donc, mon grand-père va passer toute la guerre dans cette caserne. Alors, il apprendra l'anglais, il donne des cours d'échecs, il apprend le russe, enfin, voilà, il s'ennuie copieusement, enfin, bon. Les choses sont moins simples évidemment pour le reste de la famille. Ma grand-mère se cache, elle a vu ses parents qui étaient arrêtés sous ses yeux. Voilà, ils ont été emmenés à Auschwitz. C'est le cas également du fameux Sacha dont je vous disais, les tas de services militaires, etc., qui partira à Auschwitz aussi et qui, comme lui était en bonne santé, ne sera pas tué tout de suite. Bonne santé quand il est arrivé. Pour la famille restée à Rovno, une histoire absolument incroyable parce que la fameuse grande sœur, qui est une très belle figure, est pharmacienne et donc fait partie, ses parents sont âgés à Rovno, mais fait partie des personnels que lorsque les Allemands arrivent, les personnels que les Soviétiques emmènent. Donc autant, je veux dire, on laisse les plus âgés, etc. sur place, mais les personnels utiles et les pharmaciens, c'est utile, on l'emmène. Et elle demande à rester avec ses parents à Rovno, sachant, et elle sait ce faisant, ses parents, vraiment, elle sait ce faisant, voilà, elle va partager leur sort. Et mes arrière-grands-parents, donc restés à Rovno, avec cette grande sœur, feront partie des... dans les épisodes, il y a le massacre de la forêt Sosenki qui est un des épisodes bien connus de la Shoah par balle, et donc ils seront effectivement emmenés rassemblés, emmenés avec les autres, et emmenés dans la forêt, et tués dans les conditions. Donc, pour le reste de la famille, voilà, je pourrais une histoire qui a été partagée par beaucoup de familles. Ce qui est intéressant, voilà, la manière dont ces familles ont
progressivement appris après la guerre ce qui était arrivé voilà, à leurs proches, dans quelles conditions ils avaient disparu, etc. Évidemment, a beaucoup aussi marqué voilà, l'histoire familiale ensuite, ce dont on parlait, ce dont on ne parlait pas. Et avec une vie qui n'est pas, complètement comme avant. Alors, comme dans beaucoup de familles aussi, ma maman naît après la guerre, en 1947, donc c'est une sorte aussi de miracle pour la famille. Elle a 15 ans d'écart hein, avec sa sœur aînée, donc c'est aussi une vie qui recommence, pour cette famille. Et puis, voilà, je pourrais continuer longtemps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que mon grand-père avait à cœur, il y avait un frère aîné qui était resté en Russie, qui lui était dans la partie soviétique, et donc il avait fait ses études de médecine à Kiev, et qui s'appelait Yossif, et qui était une figure très, très importante de son enfance, parce que pendant les pogroms, notamment, c'est l'épisode que je raconte, Yossif était revenu à un moment là on est, je vous ramène un instant dans les années autour de 1917, et Yossif faisait ses études à Kiev, mais revenait voir sa famille, et vous connaissez la figure de Pétlura, voilà, et donc quand les hommes de Pétlura sont arrivés à Rovno, enfin je veux dire Yossif, autant mon arrière-grand-père, lui, était devenu un homme fatigué, plus hésitant, voilà, et c'est Yossif qui défendait qui protégeait la maison, la famille, et donc c'était une figure très marquante, ce frère aîné pour mon grand-père, et donc évidemment à l'époque soviétique, il est extrêmement difficile de communiquer, etc., mais mon grand-père avait gardé l'espoir de retrouver ce frère aîné, resté en Union soviétique, et il entreprend des recherches avec Yasha, lui, donc Sacha, Sacha, l'un des deux jumeaux est parti à Auschwitz, l'autre il a échappé, donc Yasha est en France avec mon grand-père, et tous les deux entreprennent des recherches pour retrouver ce frère aîné Yossif resté en Union soviétique. Et ils entreprennent des recherches à travers, vous savez, des hommes d'affaires qui ont parfois le droit, dans des conditions d'aller en Russie, donc on essaie de retrouver le nom. Leur ami commun, leur ami se fait passer pour un ancien patient du docteur Badjenstein pour essayer de ne pas lui créer de problème, parce que c'est toujours embêtant d'avoir de la famille à l'ouest, etc. Donc il entreprend des recherches à l'hôpital de Kiev pour savoir ce qu'il est devenu. Et on retrouve la trace de Yossif qui est devenu un chirurgien dans une ville fermée à Kiev. Donc ces villes qu'on ne voit presque plus, qui n'existent pas sur les cartes, hein, parce qu'elles font partie des endroits où une partie du complexe militaro-industriel est installée. Et donc Yossif est désormais là avec sa famille. Et là, voilà, ce que je raconte aussi dans le livre, dans les années 60, au moment où l'Union soviétique est un peu plus ouverte, et alors mon grand-père et son jeune frère partent, vous savez, dans ces improbables voyages organisés, se débrouillent pour quitter un moment les autres, pour retrouver leur frère sur un banc, un ami leur a prêté un appartement pendant 3 jours. Enfin, c'est la seule fois où ils se reverront, ils auront 3 jours pour partager leur vie, etc. Et puis après, en fait, ils ne pourront plus se revoir, mais les conditions dans lesquelles ils se retrouvent pendant ces 3 jours sont assez rocambolesques, mais assez représentatives aussi de ce que les familles devaient faire à l'époque pour essayer de renouer des liens. Et puis, je m'arrête là, après je réponds à toutes vos questions avec Marc. Il y a un truc dans l'histoire un peu originale de la famille, donc il y a l'affaire du passeport qui est une affaire en soi, et puis il y a un lien avec Svetlana Staline. Alors, parce que vous savez que le premier mari de Svetlana était juif, un certain Grigory Moros, et c'est en fait un cousin de ma grand-mère. Et alors, et ça, ma grand-mère le découvre un jour, parce que je veux dire, le pays est
l'Union soviétique est totalement fermée, etc. Et un jour, ma grand-mère et ma grand-mère ont acheté une toute petite maison pour avoir un bout de jardin en banlieue parisienne. Donc, bon, c'est bon pour les enfants, pour les faire respirer. Et ma grand-mère lit Paris Match. Dans Paris Match, dans les années 60, on voit un article sur la défection de Svetlana Staline aux États-Unis. Et on raconte l'histoire de Svetlana, et là ma grand-mère voit une photo de Svetlana avec son cousin, Grigory Mozoros, mais c'est-à-dire, on ne racontait pas cette histoire-là en France, en tout cas pas dans les lieux. Et donc c'est comme ça que ma grand-mère découvre que Svetlana était mariée, brièvement, parce qu'il y avait un enfant, mais avec avec Grigory. Et alors j'ai une maman à la personnalité, Marc l'a rencontrée, mais j'ai une maman qui est tempérament assez entreprenant. Et donc, un jour, le chemin de Svetlana croise celui de ma famille, parce que Svetlana écrit, publie des livres, on fait tourner pour les promouvoir, les lettres à un ami, etc., en France, ailleurs. Et ma maman rentre une première fois en contact avec Svetlana, qui dit moi Grigory, je ne sais pas ce qu'il est devenu, aucun intérêt, enfin voilà. Ma mère évidemment est un peu marée, et puis une autre fois, Svetlana, qui n'a pas beaucoup d'argent, parce que son premier livre a marché, mais pas suffisamment d'intérêt, comme ma maman est à Paris, c'est Svetlana qui reprend contact avec ma maman pour dire qu'elle va venir à Paris pour voir son éditeur et tout, et que ce serait sympa si on l'hébergeait. Et alors là, ma maman qui était assez coupée, elle casse la tienne, et donc on héberge Svetlana Staline à la maison, on la met dans mon lit. J'ai jamais su pourquoi moi j'ai dû laisser ma chambre, voilà, donc c'est ma chambre qui... Et donc c'est comme ça que bref, ça fait partie de l'histoire que je raconte, mais ma famille, de manière un peu indirecte, a croisé le chemin de la famille de Staline, qui avait les nombreuses qualités qu'on lui connaît. J'ai eu beaucoup de mal à me rendormir dans ce lit ensuite. Moi, je trouvais... il m'a causé beaucoup d'insomnie, ce livre. Parce que je me disais, il y a une par transitivité, je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur, mais j'étais très mal à l'aise ensuite à l'idée de j'ai plus envie de dormir dans ce lit-là, mais voilà. C'est pas son Elle, père. non, honnêtement, elle était un peu dingue, je crois. Non, mais après, je crois qu'elle avait une vie un peu tourmentée, etc. Mais je crois qu'elle était un peu compliquée. Enfin, je crois que c'était une femme très compliquée. Elle a eu un certain nombre de maris après. Hein. Elle a aussi un certain nombre. Ça déséquilibre. Oui, je sais pas. Elle a plein de circonstances sûrement atténuantes. Je m'arrête là peut-être juste pour vous dire aussi comment la vie d'Assia s'est terminée. Donc je vous ai dit une force de nature, donc on est quelques jours avant, en 2000 on célèbre Noël ensemble, je sais, on fête aussi Noël. Exactement. On fête Noël ensemble, et mon grand-père est assez en forme, enfin, voilà, comme à son habitude, il avait un catalogue d'histoires juives, j'en raconte quelques-unes, donc il raconte des histoires juives, etc. Et puis il rentre chez lui, c'est ma soeur qui je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment de la tempête. Ah oui, 99. Comment elle s'appelait cette tempête? C'était je sais plus, je crois que c'était le 26 décembre. Bravo. C'est le 26 décembre 99. Et c'est la tempête. Le Tar, elle s'appelait cette tempête. Le Tar, la tempête Le Tar. Exactement, et donc on est le 26 décembre, c'est exactement ça. Et donc, on se réveille, et puis ma tante Micheline, elle un petit peu inquiète parce qu'elle n'arrive pas à voir mon grand-père, donc comme elle habite dans les familles, on va. Et mon grand-père est mort dans la nuit. Alors il y a eu le temps, il était très ordonné, il avait classé ses cadeaux, ceux qui l'intéressaient et ceux qui l'intéressaient moins et qu'il allait sans doute donner. Mon grand-père, voilà, c'était quelqu'un de très ordonné. Mais je raconte ça parce que, en fait, ce qui nous a beaucoup marqué, et le médecin qui est venu ce jour-là nous a dit que c'était le cas
plusieurs personnes à ce moment-là. On s'est dit qu'il n'avait pas envie de voir le 21e siècle, qu'il était un homme du 20e siècle, qu'il avait eu envie de passer une dernière bonne soirée avec sa famille, ce qu'il avait fait de la manière très ordonnée que je décris, et partager un bon repas avec toutes les recettes que je décris. Il était en pleine forme. Il avait rangé ses affaires, et puis voilà, qu'il avait décidé de s'arrêter là, de ne pas continuer, de nous laisser poursuivre son livre, parce que le 20e siècle avait déjà été assez dense, il l'avait fait dans sa totalité, et qu'il nous laissait le 21e. Voilà, c'est comme ça, c'est pour ça, comme ça que nous est venue l'idée avec Marc aussi de ce titre, Le siècle d'Assia, parce que c'est bien un siècle. Voilà, le 20e siècle et puis le siècle d'Assia.